Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour cette semaine un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère que vous avez bien profité de votre long week-end, pour ceux qui ont eu la chance. On est ensemble pour 30 minutes d'actualité, de découverte ici en Savoie-Mont-Blanc. Cette émission, n'oubliez pas, c'est aussi la vôtre, alors n'hésitez pas, rendez-vous sur notre page Facebook pour vos questions ou vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Au programme de ce mercredi soir, je recevrai Philippe Lévin, le directeur départemental des finances publiques, pour parler impôts et prélèvements à la source. Vincent Poirier de BD Fugue viendra nous présenter le festival Sevrier BD. Il sera accompagné de Bannister, de l'auteur Bannister. Et en fin d'émission de la culture, nous parlerons des œuvres de l'artiste Pierre Nova avec nos deux invités. Mais avant toutes ces réjouissances, les titres du journal. Avec toi, Fanette, que tu vas présenter. Bonsoir. Salut. Alors, on va reparler une nouvelle fois, c'est pas la dernière fois, du SEVA qui avance lentement mais sûrement, étape par étape. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois effectivement qu'on va en parler. En fait, il y a quelques jours, ils ont inauguré une partie de la voie verte du SEVA. La spécificité de cette voie verte, c'est qu'en fait, elle est créée sur le toit de la tranchée couverte du RER franco-genevois, donc qui reliera Genève aux Vives à Annemasse. Et puis du sport avec des sportifs plus que courageux et très motivés. Voilà, c'est une association en fait qui s'est lancée ce défi, une association de patients atteints de la sclérose en plaques. Ils ont décidé de réaliser un raid en kayak, un raid qui se fait entre les icebergs du Spitzberg, si j'écorche pas le nom. Oui, je crois qu'on n'est pas loin. C'est ça. Et donc ils ont commencé leur entraînement, il y en a pour 1 an et demi de travail. Ils ont commencé ce week-end sur les bords du lac du Bourget, enfin sur le lac du Bourget d'ailleurs. Et donc Emmanuel Jaude a été y faire un tour. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure pour la revue de presse. Manu, d'ailleurs, on va le retrouver. On prend tout de suite la direction de Passy, où il nous attend en compagnie de familles de la Vallée de l'Arve qui attaquent l'État concernant la pollution de l'air. Manu, c'est à toi. Oui, bonjour Seb, je me trouve en ce moment à Passy, donc à l'occasion d'une conférence de presse avec moi, le président d'Écologie sans frontières, Gilles Lacan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu ici en Haute-Savoie, malgré le fait que l'association soit nationale, pour venir en aide à un collectif local, le collectif Col Air Pur, Col Air Pur Santé, qui a donc déposé un recours administratif contre l'État. Alors déjà, en quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors, le collectif Col Air Pur Santé est un collectif local formé à partir de gens qui sont directement confrontés au problème de la pollution dans la vallée de l'Arve. Bon, ils ont au départ porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui à la gendarmerie, au commissariat de police, enfin au parquet, enfin ce sont des plaintes d'ordre pénal qui ont été portées par des centaines de personnes qui s'estimaient, à tort ou à raison, je pense que c'est à raison, victimes d'une pollution excessive de la vallée de l'Arve. Et puis, ils ont pris contact avec nous, et nous sommes une association, on ne dirait pas parisienne, mais nationale. On n'avait pas de connaissances particulières de ce qui se passait, enfin on en a entendu parler dans la vallée de l'Arve, mais nous avions une expertise, je dirais, judiciaire et juridique sur ces questions, et nous travaillons avec un cabinet d'avocats dont l'un des membres éminents est ici, Maître Laforgue, c'est le cabinet des Saunières à Paris, et nous avions cette expérience de lutte pour défendre les victimes de la pollution. Notre créneau, c'est la santé-environnement, si vous voulez. C'est vrai que pour rappel, vous aviez déjà porté plainte contre X en 2014. Alors, c'était plus un problème, on va dire, de qualité de l'air sur Paris. Mais aujourd'hui, c'est cette casquette et cette expérience que vous pouvez apporter au collectif local. Exactement. Je dirais qu'en 2014, on a porté plainte, si je me souviens, c'est le 11 mars 2014. Ça fait beaucoup de bruit dans la presse à cette époque-là. On a porté plainte contre X à la suite d'un pic de pollution à Paris et en Ile-de-France. On parle de Paris, mais c'est toute l'Île-de-France qui était concernée. Et on disait, mais finalement, les pouvoirs publics ne réagissent pas. Il n'y avait même pas de circulation alternée. Il y avait des plans généraux, mais on considérait que la réaction des pouvoirs publics était tout à fait insuffisante par rapport à l'ampleur du problème. C'est le cas aujourd'hui en Haute-Savoie, donc.
C'est le cas aujourd'hui en Haute-Savoie. Du reste, notre plainte n'a pas réglé, faut être quand même lucide et modeste, notre plainte n'a pas réglé les problèmes de pollution dans la région parisienne, mais on a quand même alerté l'opinion, et je crois que nous et d'autres, on n'a aucun monopole, on ne revendique pas du tout d'être les seuls à agir dans ce sens-là. Ce qu'on a fait a peut-être sensibilisé les élus, les autorités gouvernementales, préfectorales, pour que finalement des mesures soient prises et que des plans plus musclés, je dirais, soient mis sur pied pour lutter contre la pollution dans les grosses agglomérations. C'est pas la même pollution du reste à Paris et en Bien sûr. Ce soir, il y a donc une soirée d'échange avec le collectif Colère Pure Santé et Écologie Sans Frontières. Qu'est-ce qu'on attend exactement de cette réunion de ce soir? Les échanges, on les a depuis longtemps, on travaille la main dans la main. En plus, on est tout à fait complémentaires, on n'est pas dans une concurrence. Colère Pure Santé est présent partout dans les villages de la vallée de l'Arve. Ils sont en connexion avec les 500 plaignants. Nous sommes une association, on va dire, sur notre planète, mais enfin, on est à Paris, on ne connaît pas les gens individuellement. Mais vous pouvez les aider administrativement. On a cette expérience et on voudrait mettre cette expérience. En plus, on a une forme juridique qui est une association qui existe, qui est déclarée depuis 1999. Colère Pure Santé, c'est une association de fait. C'est un collectif, c'est pas une association. Donc, on peut apporter notre existence en tant qu'association, notre expérience et les services aussi, notre collaboration avec cet avocat qui était un grand spécialiste de ces questions. Merci beaucoup Gilles Lacan. Voilà Sébastien, reportage demain soir dans le JT, un reportage complet. D'ici là, je me tourne vers justement cette conférence et bien sûr on reviendra sur ce dossier. Bonne soirée. Merci Emmanuel, en direct de Passy. Allez, on donc passé à notre invité du jour, Monsieur Philippe Lévin. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le directeur départemental de Haute-Savoie des finances publiques. On a plusieurs gros dossiers à évoquer avec vous. On commence avec le prélèvement à la source qui entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2019. Première question tout simple, le prélèvement à la source, qu'est-ce que c'est? Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir parce que je vais répondre à votre question. Le prélèvement à la source, c'est une excellente nouvelle. C'est une vraie simplification qui va vous simplifier la vie, qui va simplifier la vie de vos collègues sur le plateau et de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Le prélèvement à la source, on met fin à ce décalage entre l'année de perception des revenus et l'année où on paye son impôt et qui, dans un grand nombre de cas, donne lieu à des difficultés qu'on reprendra dans le détail. Alors, ce système de prélèvement fiscal existe chez la plupart de nos voisins et il existe aussi aux États-Unis. Pourquoi ce n'est pas encore le cas en France? Pourquoi il a fallu attendre 2019? Parce que la tradition française est la tradition française. Mais on prend le train, comme vous le constatez. C'est une excellente chose. Alors, je voudrais profiter, avant qu'on aille un peu plus en avant, dans la présentation, faire passer 2 messages forts, puisque les publics se rendent à nos guichets en ce moment, pour bien remettre les choses en place vis-à-vis du prélèvement à la source. La première chose, c'est qu'on n'abandonne pas la déclaration de revenus. On garde la déclaration de revenus, elle est trop précieuse, on en a besoin. Donc cette année, vous remplissez votre déclaration de revenus en ligne, naturellement, et l'année ce sera la même chose. Pourquoi on en a besoin? Pour calculer justement le montant du prélèvement qui sera, dans la grande majorité des cas, opéré sur les salaires. Et le deuxième message, il est également important, il concerne la grande majorité des contribuables, c'est-à-dire les salariés. N'embêtez pas votre patron, n'embêtez pas votre employeur avec des questions sur le prélèvement à la source. Il a autre chose à faire, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son job. C'est notre job, c'est notre métier. Donc pour le prélèvement à la source, vous appelez le 0811 368 368. 0811 368 368. Et là, on pourra répondre à vos questions. D'ailleurs, c'est une perte de temps, c'est un contresens, parce qu'il n'a aucune information fiscale sur vous. Alors, très concrètement, est-ce que cela va changer quelque chose pour nous, les contribuables que nous sommes? Oui,
c'est une vraie simplification. Dans la plupart des cas, votre revenu s'accroît, l'impôt s'accroît, votre revenu baisse, l'impôt baisse, sans démarche de votre part. C'est ce qu'on appelle la contemporanéité. Alors, vous l'avez dit, déclaration en ligne. À partir de 2019, ça deviendra obligatoire. Oui. Tous les foyers ne sont pas forcément équipés d'un un ordinateur ou une connexion Internet. Oui. Alors, vous l'avez remarqué, la déclaration en ligne, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et sûr. Donc, cette année, à compter de cette année, normalement, c'est tous nos concitoyens qui ont un revenu fiscal au-dessus de 15 000 € qui doivent déclarer par Internet et l'année prochaine, tout le monde. Bien sûr, on se montre compréhensif vis-à-vis de ceux qui, pour certaines raisons, rupture géographique ou autres, ne pourront pas déclarer. Le droit à l'erreur. On est un État au service d'une société de confiance. Justement, cette déclaration en ligne, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs ici en Haute-Savoie. Oui, oui, un peu plus que la moyenne nationale, puisqu'à l'heure actuelle, on est environ 55%. Et cette année, on devrait faire un bond, on en attend un peu plus. Alors, pour en venir au prélèvement à la source, on l'a dit, donc, il rentrera en vigueur le 1er janvier 2019. Cette année, nous télédéclarons pour nos revenus de 2017. Qu'en est-il de ceux de 2018 ? Alors, écoutez-moi bien. En 2018, maintenant, jusqu'au 5 juin, par Internet, jusqu'au 17 mai, par le papier, vous déclarez vos revenus 2017. D'accord ? Nous sommes en 2018. En 2019, vous déclarerez également, j'ai dit on n'abandonne pas la déclaration, vous déclarerez vos revenus de 2018. Mais à compter du 1er janvier 2019, comme la plupart des salariés, vous serez prélevé à la source sur votre salaire. Et personne, bien sûr, n'a pensé que vous alliez être imposé 2 fois en 2019, sur vos revenus de 2018 et sur ceux de 2019. Donc, en 2019, vous recevrez votre avis d'imposition 2018, mais l'impôt sera annulé par ce qu'on appelle un crédit d'impôt pour la modernisation du paiement. C'est ce qu'on appelle l'année blanche. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, c'est ce que je vous disais. Sauf que dans certains cas, les revenus exceptionnels, pour éviter peut-être des optimisations excessives, seront, eux, taxés. Combien de foyers et de contribuables en Haute-Savoie ? Alors, on a en Haute-Savoie, en gros, 450 000 contribuables, un peu plus de 200, environ 250 000 imposables. Dernière chose, vous avez présenté le 20 avril dernier un avant-projet avec notamment une proposition fusionner les 3 trésoreries de la commune nouvelle d'Annecy. Pourquoi ce choix ? Alors, on n'est plus dans le prélèvement à la source. Ce choix, il s'impose dans l'offre de services qu'on doit rendre à nos collectivités territoriales. Vous le savez, au 1er janvier 2017, création de la commune nouvelle d'Annecy et du Grand Annecy. Donc, dans ces conditions, il est assez naturel et logique que nos services se regroupent pour apporter la performance, c'est-à-dire la qualité et l'efficacité à nos ordonnateurs. Merci beaucoup Philippe Evin. On rappelle le numéro pour toute question. Oui, on rappelle les 2 messages essentiels. On n'abandonne pas la déclaration d'impôt sur revenu. Tous les ans, on la fera. On ne pose pas de questions sur le prélèvement à la source à son employeur. On ne frappe pas à la porte du service des RH, mais à la porte des finances publiques. 0811 368 368. Et pour tout savoir sur le prélèvement à la source, rendez-vous sur impôt.gouv.fr, rubrique prélèvement à la source. Merci à vous, Sébastien. Merci, j'espère qu'on a été clair et concis pour nos téléspectateurs et nos internautes. Merci beaucoup, vous pouvez rejoindre la régie. On change complètement de sujet avec mes 2 prochains invités, Vincent Poirier et Bannister. Je vous laisse vous installer sur le canapé. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Vincent, les fidèles d'Accès Direct de 8 Montblanc te connaissent, tu gères co-gère BD Fugue à Annecy. Oui. Et vous, Bannister, vous êtes auteur de bande dessinée. On va parler de Sevrier BD. Oui. Festival qui, donc, ce salon qui se déroule ce week-end, comme son nom l'indique, à Sevrier, avec une belle édition à venir. C'est un rendez-vous incontournable et qui va être très riche, puisqu'il va y avoir
un plateau d'auteurs, je pense, plutôt remarquable, très sincèrement. Il y a une trentaine d'auteurs dans tous les genres. Ça démarre pour des lecteurs de 3 ans, ça ne s'arrête plus jamais. Et puis qu'on soit femme, homme, qu'on soit un lecteur assidu, occasionnel, qu'on soit passionné de polar, de science-fiction, qu'on soit au contraire plutôt une lecture aux toilettes ou quelques pages le soir avant de dormir. Il y a toujours, de toute façon, il y a des très très bonnes choses pour tout type de lecteur. Donc oui, c'est une belle édition, clairement. Alors vous, Bannister, vous êtes d'Annecy, je ne dis pas de bêtises? Oui, j'habite à Annecy. Local. Et donc aujourd'hui, une première, puisque votre dernier album, celui-ci, Exodus Manhattan, tome 1, Ouais. sort aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, donc mercredi 2 mai. Une œuvre assez en rupture avec ce que vous avez l'habitude de faire, notamment par rapport à d'autres œuvres. Ah oui, c'est le grand écart là, par rapport à Tibetatum, effectivement, qui était très jeunesse et très épuré. Exodus, c'est très très rempli, très noir, plutôt adulte. Donc on n'est plus du tout dans le même registre. C'est assez violent comme bande dessinée. Vous l'avez dit, un univers noir. Cela représente quoi? Ça représente votre état d'esprit du moment? Non, ça représente un retour aux sources, en fait, parce que moi j'ai commencé dans la BD avec la science-fiction, avec le même scénariste d'ailleurs. Et 12-13 ans après, on y retourne. Avec un peu plus de maturité et forcément le monde étant un peu plus noir, un peu plus de noirceur. Vincent, peut-on oser une petite comparaison avec Blade Runner ou le 5e élément, en tout cas en ce qui concerne l'environnement? En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand je l'ai lu. On y pense à l'un comme à l'autre. Alors, on peut en parler avec Bannister lui-même, mais Blade Runner, je crois que c'est très assumé, puisque de toute façon, l'éditeur lui-même communique avec ça. Et le 5e élément, oui, les véhicules volants, la première fois, je pense qu'au cinéma, on a vraiment été fasciné comme ça par ces véhicules qui fonçaient au milieu des buildings. C'était dans ce film-là, et là, on l'a tout le long de la BD, et c'est assez génial d'ailleurs à voir. Et oui, je pense qu'on peut. Oui, on peut, oui, carrément. Oui. Ça fait partie de vos sources d'inspiration? Oui, absolument. Et d'ailleurs, pardon, ça se passe à New York, et Mézières avait déjà fait qui a travaillé sur Blade Runner, justement, sur le 5e élément. Et qui est l'auteur de Valérian? Voilà, qui est l'auteur de Valérian, avait fait un épisode de Valérian qui se passait dans un New York qui était aussi devenu une cité lacustre, exactement comme dans Exodus. Cité lacustre, comme à Annecy, finalement. Ouais. La boucle est bouclée. Un petit peu plus lacustre qu'Annecy, mais oui, c'est ça. Vous l'avez dit en début d'interview, un virage à 180 degrés par rapport notamment à ça, Tibetatum, qui connaît un gros succès, notamment à la télévision, en plus, parce que ça a été adapté récemment chez Oui, on a une série télé sur qui TF1. passe sur TF1 en ce moment, ouais. Ça n'a absolument rien à voir. Comment on passe de l'un à l'autre? J'ai toujours fait ça, en fait. C'est quelque chose que je gère depuis le début de ma carrière, même depuis que je suis enfant, et je passe toujours de l'un à l'autre. Et il faut que je me renouvelle. Donc chaque album est différent de celui que je viens de terminer. Donc c'était tout naturel, en fait. C'est ça qui est important chez vous, vous dites, de passer de cet univers enfantin à cet univers beaucoup plus adulte? Oui, moi j'aime bien. C'est quelque chose d'indispensable, en fait, de passer de l'un à l'autre pour gagner un petit peu d'énergie différente et puis revenir avec un esprit un peu plus frais sur un album suivant. Bannister, c'est totalement l'état d'esprit de ce vrai BD? Ah bah Bannister, bah oui, puisque en fait, n'est pas là, mais il y a Tito Seida qui peut être lu dès 3 ans. Donc ce que je disais tout à l'heure, on démarre très jeune et il n'y a plus de limite derrière. Il y a une pluralité de genres aussi dans son œuvre. Mais Bannister, il est aussi finalement, au-delà d'un simple auteur invité, il a intégré l'association il y a quelques mois. Donc il fait même partie de l'organisation désormais. Donc on a même un auteur, ce qui nous permet même d'avoir finalement un peu un garde-fou pour éviter de mal faire. Donc je pense que nos auteurs vont être aux petits oignons aussi grâce à lui, parce que tout a été prévu pour s'assurer effectivement que c'est du sens pour eux, pour les lecteurs, et puis évidemment pour l'organisation du festival, qu'on soit capable d'offrir le meilleur possible. Qu'est-ce qui fait selon toi le succès de ce salon, année après année? C'est cette variété justement? Cette variété beaucoup, le fait que ce soit un véritable rendez-vous familial, que ce ne soit pas juste pour une catégorie de personnes. Il y a énormément d'animations qui sont prévues sur place. Là aussi, dès les plus jeunes, des ateliers, il y a une vraie richesse de choses qui ont été mises en perspective pour que les enfants puissent à la fois écouter, apprendre, dessiner, et même il y aura de la gravure, il y aura des flipbooks, il y aura beaucoup de choses qui seront possibles de faire pour eux. Pour les adultes aussi, évidemment. Il y aura des expositions. C'est pas juste un rendez-vous dédicace, c'est pas le but. La dédicace, c'est le moyen de rencontrer un auteur qu'on aime, évidemment, mais le but, c'est aussi finalement de donner envie de lire de la bande dessinée. Et je crois qu'il y a toute une émulation qui se crée quand on va dans un rendez-vous comme ce Vrier BD. On repart, on a la banane, on a découvert plein de choses, on a la curiosité qui a été largement récompensée.
Donc je crois que le succès de Sevrier BD, c'est ça. C'est qu'on arrive avec une première intention, mais on repart avec des étoiles plein les yeux quand même. On rappelle les dates? On rappelle les dates, oui, c'est ce week-end. 5 et 6 mai, samedi, dimanche. Complexe C'est d'animation de complexe Sevrier. d'animation de Sevrier, pour ceux qui ne voient pas bien. Dans la continuité de l'hôtel de ville et de l'école, il y a tout ce qu'il faut pour se garer, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à vélo, à pied. Enfin, c'est bien desservi. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et bien, bon salon. Merci. Alors, je reçois normalement Fanette, qui doit me rejoindre normalement sur le plateau. Elle arrive pour la suite des événements. La revue de presse, notre petite revue de presse quotidienne, Fanette. On commence avec un petit tour dans l'Albanais. Tout à fait, j'étais dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai eu un petit moment de doute. Voilà, c'est l'Hebdo des Savoies qui nous propose de revenir sur ce projet de méthanisation qui est en cours de finition, disons, à Blois, donc c'est juste à côté de Rumilly. Donc la méthanisation, les gens commencent peut-être à savoir un petit peu ce que c'est. En gros, c'est transformer, pour faire simple, le fumier en biogaz, donc une source d'énergie qui peut ensuite être réinjectée dans le réseau de gaz, etc. Et donc là, c'est le département de la Haute-Savoie et la région qui ont soutenu ce projet-là. En tout, 11 projets comme celui-ci sont soutenus sur l'ensemble du département. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les agriculteurs, pour les collectivités, pour les fournisseurs d'énergie, pour la planète, tant qu'à faire. Donc voilà, un chouette projet. Et puis, conséquence de cet hiver riche en neige, certains cols de montagne vont rouvrir avec du retard. Voilà, des cols qui seront franchis par certains d'entre eux par le Tour de France. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur 8 Moulins. Donc là, c'est France Bleu Pays de Savoie qui nous propose de faire un petit peu le point. En gros, 15 jours de retard pour l'ouverture de ces cols, tellement les quantités de neige sont importantes. Donc comme tous les ans en Savoie, c'est le Cormet de Roseland et le Petit Saint-Bernard, ça c'est en Tarentaise, et le col du Glandon et celui de la Croix de Fer en Maurienne qui seront les premiers ouverts. Le dernier, le col de l'Iseran qui relie les deux vallées savoyardes, sera le dernier à être déneigé puisqu'il culmine à 2700 mètres d'altitude. Parfait. Et toi, on va s'intéresser au rythme scolaire, parce qu'on le sait, il y a pas mal de villes qui se sont reposées la question de ce fameux rythme scolaire. Et oui, puisque du côté d'Annecy, on avait choisi la consultation des citoyens à propos justement de ces rythmes scolaires. Les résultats sont tombés. Il faut savoir que 6 familles sur 10 préconisent un retour à la semaine de 4 jours en maternelle et en primaire. En détail, cela donne 58% des familles en faveur de la semaine à 4 jours pour l'école primaire et 61% pour les parents d'élèves en école maternelle. Donc ça prouve bien que cette semaine de 4 jours, elle est vraiment dans l'état d'esprit. C'est maintenant au tour des conseils d'école de se prononcer avant le 7 mai prochain. Et enfin, la ville d'Annecy donnera également son avis qui sera transmis à la direction académique départementale pour savoir si on revient à cette fameuse semaine des 4 jours. Donc pour la rentrée prochaine. Voilà. Et puis on prend des nouvelles du moustique tigre. Oui, on avait parlé déjà de ce moustique tigre, puisqu'avec les beaux jours, le moustique tigre est de retour en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement en Savoie, qui est traditionnellement un des départements les plus touchés depuis 2015, et la première apparition de ce moustique, très beau d'ailleurs, du côté de la Savoie. La Savoie qui fait donc partie des 42 départements mis sous haute surveillance dans l'Hexagone. Il faut savoir que ce moustique originaire d'Asie peut transmettre à l'homme la dengue ou encore le chikungunya. L'organisme qui s'occupe de tout ça, l'entente interdépartementale de démoustication, prévient néanmoins que pour le moment, les températures ne sont pas assez élevées sur la durée pour voir les larves éclore. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de panique, mais on prend ses précautions. Il y a Olivia qui va s'intéresser au sujet, je crois, pour le JT. Il va falloir qu'elle fasse attention. Merci Fanette, à tout à l'heure, Merci, à tout si on à a le temps. Allez, on passe à la rubrique On en parle. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce canapé Aurore Belluard, déléguée générale du fonds Glénat pour le patrimoine et la création, et Marianne Guérin, directrice du musée savoisien. Mesdames, vous êtes là pour nous parler de l'opération Les œuvres de Pierre Nova au musée. Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. Alors d'abord, savez-vous qui est Pierre Nova? Je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Vous skiez? Oui, je sais. Alors vous avez forcément tenu un plan de Pierre Nova entre les mains. C'est un artiste panoramiste qui a commencé en 1962 à peindre son premier plan à Val d'Isère, les plans des pistes. Et au fur et à mesure, en fait, il a peint tous les plans des pistes des stations de ski françaises. Il a même réalisé des plans de territoire un peu plus grands, ainsi que des plans des villes. Et nous avons estimé, au Fonds Glénat, que ces œuvres méritaient d'intégrer les collections publiques en rejoignant les collections des musées savoisiens en Savoie et du musée dauphinois en Isère. Justement, pour vous, du musée savoisien, qu'est-ce que ça représente?
l'opportunité d'accueillir ces œuvres de Pierre Nova? Alors c'est vraiment l'opportunité d'enrichir les collections. Le musée savoisien est un musée en totale rénovation. On essaye d'enrichir tout à fait le fond et puis au-delà de compléter notre histoire. Le musée savoisien, c'est un musée qui va parler de l'histoire de la Savoie du paléolithique au contemporain. Et là, c'est une illustration de l'histoire des stations de ski, l'évolution des domaines. Et puis, ce sont aussi des œuvres d'art et des documents, je dirais, historiques. Et ce qui est très intéressant, on a à la fois un savoir-faire d'un artiste formé aux beaux-arts, mais aussi on a toutes les étapes avec la technique des calques, des documents finaux qui permet vraiment d'illustrer une technique qui a vraiment essaimé dans tous les Alpes et même au-delà, puisqu'il a représenté à peu près toutes les montagnes françaises. C'était vraiment le panoramiste avec des œuvres vraiment incroyables. Quand on les regarde de près, on voit la distorsion, certes, des paysages, mais on voit aussi... C'est très précis. C'est très précis et en même temps, en réalité, c'est une manière de représenter tout à fait personnelle puisqu'on ne peut pas voir en réalité tous les domaines et toutes les vallées en même temps. Et il a ce génie d'arriver à nous rendre à la fois lisible, visible, désirable la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de Pierre Nova manquait de reconnaissance? Alors, l'œuvre de Pierre Nova, je ne considère pas qu'elle manquait de reconnaissance. Parce qu'on peut considérer que Pierre Nova est l'inconnu le plus célèbre de la montagne. C'est Arthur Nova, son fils, qui nous disait ça récemment, puisque tout le monde connaît cette signature absolument remarquable, graphique et remarquable. Tous les skieurs ont tenu à un moment donné un plan de Pierre Nova entre les mains. Nous, au Fonds Glénat, on a présenté une première exposition en 2013 au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. On a édité un livre qu'il a fallu réimprimer très rapidement et qui aujourd'hui est épuisé. Donc j'espère que cette opération nous permettra d'ailleurs de rééditer cet ouvrage. Mais en tout cas, ces œuvres, elles méritent d'être conservées dans de bonnes conditions dans des musées publics, pour être promise, pour pouvoir être montrée ensuite aux générations futures. Alors c'est donc une levée de fonds qui est organisée. Ça a commencé donc le 18 avril dernier, ça va durer jusqu'au 31 décembre 2018. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Eh ben, on appelle l'ensemble des acteurs de la montagne, parce que ce sont les premiers à être concernés par cette opération. Nous estimons que chaque acteur de la montagne, chaque acteur économique ou industriel de la montagne doit un petit quelque chose à Pierre Nova. Parce que sans le plan des pistes, on ne peut pas skier. Forcément. Forcément. Et donc on s'adresse à eux, toutes les entreprises liées à l'industrie de la montagne, au ski, en leur disant, si vous donnez, vous permettrez à l'œuvre de Pierre Nova d'intégrer les collections publiques et d'être conservée dans de bonnes conditions. Quelle peut être la valeur ajoutée de telles œuvres pour votre établissement? Nous, tout simplement, on souhaite vraiment les présenter dans le parcours permanent, dans la partie liée au XXe siècle, pour illustrer les politiques publiques qui ont transformé la Savoie, puisque c'est vraiment le ski, c'est la grande aventure du XXe siècle en Savoie, c'est à transformer les paysages. Et du coup, on les présenterait par rotation, puisqu'il y a quand même un nombre d'œuvres... 130, il me semble, 131. Voilà, qui est conséquent. Donc ça permet aussi à la fois de préserver, de ne pas présenter trop longtemps les œuvres qui sont assez fragiles, et en même temps de montrer régulièrement des œuvres nouvelles. Donc pour le public, c'est tout bénéfice. Et puis en même temps aussi de conserver pour les générations futures, parce qu'une fois un objet entre sur l'inventaire, il devient inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire qu'il ne peut pas être vendu. Et imprescriptible, ça veut dire que si jamais il est volé, eh bien, il revient au musée dès qu'il est retrouvé. Donc c'est vraiment une protection. Et puis, en fonction du Code du patrimoine, on se doit de conserver, protéger les œuvres. Donc ça veut dire qu'ensuite, elles sont diffusées aussi sur le site, à terme, le site internet du musée. Et pour nous, c'est vraiment le partage largement. Comment procéder concrètement si on veut participer à cette levée de fonds, si on veut participer, si on veut vous aider, comment est-ce que ça se passe? Alors vous téléchargez un formulaire de don qui est accessible sur le site du couvent Sainte-Cécile. On fait Fonds Glénat sur Google, pouf, on tombe sur le site du couvent Sainte-Cécile. On remplit ce formulaire, on envoie son chèque qui ne sera encaissé que si nous parvenons à réunir la somme de 150 000 €. C'est la somme que vous comptez qu'on a l'obligation contractuellement vis-à-vis des ayants droit de Pierre Nova de réunir pour que ces 131 œuvres puissent intégrer les collections publiques.
Ce don permet de bénéficier d'un reçu fiscal et de déduire partie de ce don, soit de l'impôt sur les sociétés, soit de l'impôt sur les revenus, puisque cette collecte de fonds est aussi ouverte aux particuliers. Alors, on l'a dit, donc c'est une collecte de fonds qui dure jusqu'au 31 décembre 2018. Si jamais vous atteignez ce plafond de 150 000 euros, dans quel délai on peut espérer voir ces œuvres dans les différents musées ? Alors, au musée dauphinois, je parle pour son directeur, Olivier Cogne, qui m'en voudra pas, j'espère. Ils viennent de réinventer une exposition qui s'appelait La Grande Histoire du Ski, qui est devenue le Rêve Blanc. Et donc, un premier plan de Pierre Nova intégrera tout de suite ce parcours. Il envisage même peut-être à l'avenir de réaliser une exposition temporaire spécifique sur l'œuvre de Pierre Nova. Et puis, au musée savoisien, je laisse Marianne Guérin il faut attendre la répondre. réouverture. Et donc, la réouverture, c'est en 2020. Du coup, avec un musée complètement refondu. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bravo pour votre opération. C'est comme ça que ça avance, c'est bien, c'est intéressant. On va finir cette émission avec les titres du JT. Je vais vous donner rapidement. On va parler du CEVA avec une voie verte qui a été inaugurée du côté de la Suisse. Et puis on aura un reportage de Emmanuel Jaude sur une aventure par rapport à des sclérosés en plaques qui se tentent l'aventure en kayak. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve demain, jeudi, pour une nouvelle émission. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. Bye bye.